Ses parents l'ont vendue parce qu'elle était stérile, jusqu'à ce qu'un bûcheron solitaire avec 4 enfants la recueille. Elle est jolie, mais elle ne peut pas avoir d'enfants. À quoi sert-elle? C'est un arbre stérile. S'il te plaît, papa, ne fais pas ça. La voix de Clara tremblait tandis que son père, Walter, la poussait en avant, la faisant trébucher dans le centre poussiéreux de la place du marché. Les hommes rirent, les femmes chuchotèrent et les enfants la regardèrent avec des yeux écarquillés derrière leur tablier. Le vent printanier transportait l'odeur du fumier et de la fumée, mais rien n'était plus douloureux que la honte qui brûlait dans la poitrine de Clara. Walter, autrefois un marchand de bétail respecté, désormais un homme amer croulant sous les dettes, se tourna vers la foule. La moitié du prix d'un bœuf, mes amis. Elle sait cuisiner, coudre et se taire. Quiconque a assez d'argent peut l'emmener chez lui ce soir. Les joues de Clara rougirent, non seulement à cause du soleil, mais aussi à cause du souvenir, le souvenir de sa robe de mariée déchirée, de son expulsion de la maison de son mari comme une voleuse. Elle avait passé 2 ans à essayer de concevoir un enfant, priant chaque nuit, avalant toutes les herbes amères que la sage-femme lui donnait. En vain. Et juste comme ça, son mari avait pris une autre femme, une fille plus jeune, bruyante et rusée, qui embrassait la main de sa belle-mère et promettait de lui donner 5 fils si Dieu le voulait. Clara n'avait même pas eu le droit de rester jusqu'au coucher du soleil, il l'avait jetée dehors le jour même où la nouvelle fille était arrivée. Maintenant, elle se tenait là, la poussière sur son ourlet, les bleus sur sa fierté, sans nulle part où aller. Et quelqu'un, aboya Walter. Elle a 22 ans, elle a encore toutes ses dents, mais elle est défectueuse à l'intérieur. Il y eut un silence, long et pesant. Puis la foule s'écarta. Des pas lourds élans résonnèrent sur la place. Un homme s'avança, grand et large d'épaules, sa chemise tachée de sève et de sueur. Son chapeau cachait la majeure partie de son visage, mais sa mâchoire était forte, ses mains rugueuses à force de travailler, et ses yeux, lorsqu'il leva la tête, n'étaient pas cruels, juste fatigués. Rowan ne dit rien. Il fouilla dans les plis de son manteau et en sortit une bourse en cuir. Les pièces tintèrent en tombant sur la table, pas de marchandage, pas de questions, juste assez pour faire taire les railleries. Walter haussa un sourcil. Vous êtes sûr? Elle n'est pas remboursable. Rowan regarda Clara longuement, puis se tourna vers son père. Elle ne sera plus jugée, dit-il simplement. Puis il se retourna et s'éloigna sans vérifier si elle le suivait. Clara resta figée, les mains tremblantes. Était-ce vraiment mieux ainsi? Était-ce de la miséricorde ou simplement une autre prison? La foule perdait déjà tout intérêt et s'éloignait. Walter lui donna une poussée. Vas-y, alors. Tu es à lui maintenant. Elle ramassa son sac, qui ne contenait presque rien à part une paire de vieilles chaussures et un médaillon avec le visage de sa mère, et suivit l'homme dans la poussière. Rowan avait attaché une charrette tirée par une mule devant la forge. Il ne l'aida pas à monter, il attendit simplement. Quand elle finit par grimper, il lui tendit une gourde. Le trajet est long, dit-il. Elle but, l'eau avait un goût de fer et de silence. Ils voyagèrent dans un silence presque total, la prairie s'étendant de part et d'autre, des champs d'herbes sèches et des clôtures penchées comme des vieillards sous un ciel qui s'étendait à l'infini. Clara lui jeta plus d'un regard en coin. Son visage était buriné mais pas vieux, peut-être 30 ans, peut-être moins. Il n'avait pas d'alliance à la main, juste une entaille sur l'articulation et une écharpe plantée dans le pouce. « Pourquoi » murmura-t-elle finalement, « pourquoi m'avez-vous emmené » Il ne la regarda pas, 4 enfants, dit-il d'un ton neutre. Pas de mère. Pas le temps d'en trouver une de manière convenable. Clara retint son souffle. Je suis donc gouvernante? Non, dit-il. Juste quelqu'un qui n'est pas cruel. Ça suffit. La charrette tangua lorsqu'ils traversèrent le lit d'un ruisseau. Son cœur battait dans ses oreilles. Cette nuit-là, ils arrivèrent à une cabane nichée dans un bosquet de pins et de peupliers. Le porche avant était affaissé, une roue de charrette était appuyée contre la grange, des poules se dispersèrent lorsqu'ils arrivèrent. 4 enfants jetèrent un coup d'œil derrière un rideau, 3 garçons et une fille, tous avec les joues rouges et les yeux méfiants. « Voici mademoiselle Clara », leur dit Rowan. « Elle va rester ici. » Le plus jeune garçon, âgé d'accent grave peine 3 ans, se précipita vers Rowan et s'agrippa à sa jambe. Rowan le souleva d'un bras et ouvrit la porte de l'autre. « La chambre est à l'étage, » dit-il à Clara. « Il y a de l'eau chaude dans le seau. » Elle monta les escaliers, les jambes tremblantes.
Le lit était petit mais propre, avec une seule fenêtre donnant sur le champ. Elle s'assit sur le bord et pleura, doucement, sans faire de bruit. Elle n'avait pas choisi cela, mais pour la première fois depuis des semaines, personne ne lui demandait pourquoi elle était brisée, et personne ne lui demandait d'être autre chose. La cabane de Rowan se dressait tranquillement à la lisière des pins, et cette nuit-là, le silence semblait presque paisible. La cabane de Rowan se dressait à la lisière de la Pinède comme si elle avait toujours été là, construite à partir d'écorce et de tan. Le toit était recouvert de potanés, le porche craquait à chaque pas, et il n'y avait pas de porte d'entrée, seulement une couverture clouée sur le cadre pour empêcher le vent d'entrer. À l'intérieur, l'air sentait la résine de pin, le pain rassis et les chaussettes d'enfant. Les 4 petits n'étaient pas des saints, ils étaient sauvages comme des chiots, prompts à se disperser, lents à faire confiance. L'aîné, Josiah, observait Clara d'un œil méfiant. Le deuxième, Ellie, était plus bruyant et toujours affamé. La fille, Anna, s'accrochait au pantalon de son père comme une sangsue, et le plus jeune, Benji, ne savait pas encore prononcer son nom, mais suivait son ombre comme si elle était plus sûre que la sienne. Clara commença lentement. Elle fit bouillir de l'eau sur le poêle à bois, brûla la première casserole de haricots et pleura lorsque le pain ne leva pas. Elle cacha des chaussettes avec des doigts qui n'avaient pas tenu d'aiguille depuis des semaines et parlait peu, sa voix lui semblait encore trop fragile pour être utilisée. Un après-midi, en soulevant une casserole de ragoût, elle glissa et tout se renversa sur le sol. Le bruit effraya les poules à l'extérieur. Les enfants se figèrent. Clara fixa le désordre, s'attendant à une gifle ou à des cris. Mais Rowan se contenta de s'approcher, de s'accroupir, de ramasser la casserole et de dire doucement « ce n'est qu'un ragoût ». C'était tout, sans colère ni déception. Ce soir-là, elle s'assit sous le porche, essayant de ne pas pleurer à nouveau, mais sans y parvenir. Plus tard, elle borda les enfants dans leur lit, les mains légèrement tremblantes tandis qu'elle tirait la couette sur la poitrine de Benji. Il toussa, Anna gémit et se blottit à nouveau contre elle. Clara fredonna une vieille berceuse, sa voix tremblant comme la mèche d'une bougie mourante. Puis la tempête arriva. Le vent hurla, les arbres se penchèrent et Anna brûla de fièvre. Rowan, qui pouvait manier une hache d'une seule main, se tenait impuissant devant son enfant, ne sachant que faire. Clara agit rapidement. Elle fit bouillir de l'écorce de saule, écrasa des feuilles de menthe, baigna le front de la fillette avec des linges frais et murmura doucement toute la nuit. Ses mains ne s'arrêtèrent jamais. Elle ne dormit pas. À l'aube, la fièvre tomba. Anna ouvrit les yeux et marmonna quelque chose à propos de crêpes. Rowan se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, silencieux, mais sa mâchoire se relâcha et ses épaules se détendirent. Il regarda Clara comme si elle avait accompli un acte sacré. Clara, les yeux embrumés et trop fatiguée pour sourire, se contenta d'acquiescer. Ce matin-là, après avoir habillé les enfants, elle descendit et vit une bouilloire sur la cuisinière, de la vapeur s'échappant de son bec. Une tasse attendait à côté, et sur la table se trouvait un petit mot écrit d'une écriture raide et irrégulière, « Merci ». Sans nom, sans signature. Clara sourit faiblement, la gorge serrée. Elle s'assit sur le banc usé, tenant la tasse à 2 mains. Le thé était fort et amer, avec un goût de pain, mais il lui réchauffait la poitrine. Elle regarda vers les bois derrière la fenêtre. Quelque chose était en train de changer, pas rapidement, pas bruyamment, mais réellement. Elle avait été jetée comme un meuble cassé, vendue comme du bétail, jugée à l'aune d'un utérus qui refusait de s'épanouir. Mais ici, dans cette cabane bancale sans porte d'entrée, quelqu'un voyait ses mains, ses efforts, son attention, et non son échec. Cet après-midi-là, Benji arriva en titubant, leva les bras et prononça un mot, clair comme le lever du soleil, érable. Pour la première fois depuis des semaines, elle lui rendit son sourire, non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle le voulait. Le printemps s'installa lentement dans les pins, adoucissant le gel qui avait envahi la terre. Clara ne pleurait plus la nuit. Ses doigts retrouvèrent leur assurance, sa voix devint plus ferme. Elle commença à enseigner les lettres aux enfants avec du charbon de bois sur des planches usées, les aida à apprendre leurs noms et leur fredonna des chansons simples. Elle montra à Anna comment attacher un ruban dans ses cheveux et cousit des écharpes assorties à partir de vieux sacs d'alimentation pour chacune d'elles. Elle l'appelait Mademoiselle May. Elle ne les corrigeait jamais. Mais même si les jours se réchauffaient, la peur persistait sous ses côtes comme une contusion qui n'avait pas encore guéri. Un après-midi, Rowan lui demanda si elle pouvait l'accompagner en ville pour aller chercher du sel et des clous en étain. Il n'en dit pas plus, se contentant de lui lancer les rênes comme si elle était à sa place.
À l'épicerie, pendant que Rowan faisait la queue pour acheter des provisions, Clara sortit point comme d'habitude, l'air était chargé de ragots. Puis une voix aiguë et cruelle a coupé court au brouhaha. « Tiens, tiens, mais c'est la fantôme stérile en personne. » Clara se retourna lentement. Son ancienne belle-mère se tenait devant l'étalage de produits secs, s'éventant avec un journal plié. À côté d'elle se tenait la nouvelle épouse. La jeune femme avait l'air satisfaite et souriante, ses gants de dentelle scintillant au soleil tandis qu'elle touchait son ventre d'un geste trop étudié. « C'est elle » demanda-t-elle d'une voix suffisamment forte pour que la moitié du marché se retourne. « Oui » ricana la femme plus âgée. « Jolie, mais maudite. Elle n'a même pas pu nous donner un petit braillard. »« Moi, je le ferai » dit la jeune fille, le menton levé. « Un grand garçon en bonne santé, qui portera le nom de la famille. Pas comme elle, inutile comme un pot fêlé. » Clara serra les poings à ses côtés. Elle ne dit rien. Sa gorge était nouée par tout ce qu'elle refusait de leur donner, les larmes, la douleur, la honte. Elle se retourna pour s'éloigner, mais une main lui toucha l'épaule. Rowan. Il était sorti de l'ombre du magasin, les bottes encore couvertes de poussière, les yeux sombres comme des nuages d'orage. Il regarda les deux femmes s'ensiller, puis se tourna vers Clara, la voix calme et posée. « Elle est la seule à pouvoir endormir ma fille, dit-il. La seule à avoir appris à Benji à ne pas jeter de pierres. La seule à donner à notre maison l'impression d'avoir un toit. » Les femmes ne dirent rien, elles se contentèrent de la fixer du regard. Rowan emmena Clara sans dire un mot. Elle resta silencieuse pendant tout le trajet en charrette jusqu'à la maison. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, elle confectionna une petite couronne avec les asters sauvages qui fleurissaient près du puits. Elle ne savait pas pourquoi, elle avait juste besoin de créer à nouveau quelque chose de doux avec ses mains. Les semaines passèrent, puis les murmures commencèrent. La nouvelle épouse, si fière et fertile, n'avait toujours pas d'enfant. Son ventre restait plat, son sourire devenait tendu. Elle cessa d'aller à l'église. Les murmures se transformèrent en rumeurs, elle aurait eu une liaison avec un écrivain de la poste. Le désespoir la poussa à élaborer un plan dangereux, simuler une grossesse par tous les moyens. Mais la vérité a une odeur, et elle persiste. Son mari découvrit la vérité. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Il la jeta dehors, déchira les rideaux de la chambre d'enfant, maudit son nom. Il vieillit de 10 ans en une semaine. Un matin, alors que Clara était en ville pour acheter de la farine, elle le vit. Son ex-mari. Il tenait son chapeau froissé dans ses mains, la honte gravée sur chaque trait de son visage. « Clara, dit-il d'une voix douce et brisée, j'avais tort. Je le comprends maintenant. Tu étais la seule femme qui ait jamais vraiment pris soin de moi, la seule qui... » Elle leva la main. « Je me souviens du jour où tu as laissé ta mère me cracher dessus, dit-elle doucement. Le jour où tu m'as jeté comme de la viande avariée parce que mon corps ne pouvait pas faire ce que le sien ne pouvait pas faire non plus. » Il déglutit péniblement, les yeux fuyants. « J'ai été un imbécile. » Clara s'avança, la voix ferme. « J'ai 4 enfants qui m'embrassent quand je me réveille. J'ai un homme qui ne me demande jamais ce que je ne peux pas donner, seulement ce que je choisis de partager. Ma maison est pleine de chaleur, de rire, de paix. Et je préfère balayer les cendres pour Rowan plutôt que de rester assise dans ton salon comme un trophée en porcelaine. » Il ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Elle se retourna et s'éloigna. De l'autre côté de la rue, Rowan se tenait debout, un sac de riz à la main. Il avait tout vu, tout entendu. Son visage ne reflétait aucune fierté, seulement quelque chose de plus profond, de la gratitude et de l'amour qui ne naissaient pas de la pitié, mais d'un choix, fait non pas une seule fois, mais chaque jour. Le ciel était strié de cendres et d'oranges, un crépuscule fatigué s'installait sur la vallée, lorsque Clara sortit pour aller au puits. Elle avait oublié d'aller chercher de l'eau pour le lendemain matin. Les enfants dormaient. La nuit était calme. Elle ne remarqua pas l'homme au début, Jed, le trappeur qui vivait en bas de la crête, à moitié ivre comme d'habitude, appuyé contre la clôture qui bordait leur terrain. « Ah tiens, regardez qui voilà » marmonna-t-il. « La jolie petite mule que Rowan a ramenée du marché. Je croyais que tu étais stérile, mais j'ai entendu dire que tu élevais très bien tes enfants. » Clara se raidit. « Il est tard, Jed. Tu devrais rentrer chez toi. » Il ricana. « Je voulais juste jeter un coup d'œil. Rowan te garde enfermé plus étroitement qu'un porte-monnaie.
Elle se retourna pour partir, mais il bougea vite, trop vite. Sa main se referma sur son poignet, rugueuse, sale, la prise trop serrée. « Allez, viens, murmura-t-il, empestant la sueur et le whisky. Tu nous dois bien un petit sourire après tous ces ragots. Avant qu'elle n'ait pu crier, avant qu'elle n'ait pu se dégager, une ombre sortit de la grange, rapide, lourde, silencieuse. Rowan. Il fut là en un instant. Sans un mot, sans avertissement, point un coup de poing net, précis, droit à la mâchoire de Jed. L'homme s'effondra dans la poussière comme une toile mouillée. Pendant un instant, tout fut calme. Même le vent semblait s'être arrêté. Rowan se tenait debout au-dessus de lui, la poitrine haletante, du sang coulant de ses jointures. Clara le regardait, le cœur battant, mais pas de peur. Elle n'avait jamais vu Rowan élever la voix, encore moins lever la main. Jed gémit dans la poussière, mais Rowan ne le regarda pas. Il se tourna plutôt vers Clara, les yeux sombres et sauvages. « Ça va » demanda-t-il d'une voix basse. Elle acquiesça, mais ses yeux étaient vitreux et ses mains tremblaient. « Je suis désolée » murmura-t-elle, sans trop savoir pourquoi. Rowan s'approcha et défit le foulard rouge qu'il portait autour du cou. Il prit doucement sa main, celle que Jed avait saisie, et enroula le tissu autour de son poignet. « Personne ne te touche, dit-il. Pas sans ma permission. » Sa voix n'était pas en colère, juste ferme. Définitive. Puis il regarda sa propre main, meurtrie et ensanglantée, et secoua la tête. « Quel idiot » marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour elle. De retour à l'intérieur, Clara lava ses jointures. Elle utilisa de l'eau bouillie et un morceau de mousseline propre. La pièce était silencieuse, mais pleine de tension, d'une tension indéfinissable. « Tu n'étais pas obligé » dit-elle doucement. Il serait parti. Rowan la regarda, le regard adouci. Il n'aurait pas dû t'attraper. Elle tamponna le sang. Mais tu n'aimes même pas te battre. J'aime encore moins voir quelqu'un te faire du mal. Elle cligna des yeux, le souffle coupé. J'ai pleuré, admit-elle, mais pas parce que j'avais peur. Parce que personne ne m'avait jamais défendu comme ça. Il ne dit rien, se contentant de la regarder comme si elle était quelque chose de délicat mais pas de cassable, quelque chose qui valait la peine d'être défendu. Lorsqu'elle eut terminé, elle s'assit. Il fléchit les doigts. Merci, dit-elle. Rowan haussa les épaules. Je pense que je ne veux pas d'un monde où des gens comme lui pensent pouvoir te parler comme ça. Elle sourit, timidement et avec gratitude. Son poignet lui faisait encore mal, mais son cœur, pour la première fois depuis des années, se sentait protégé. Dehors, les étoiles étaient vives et brillantes. À l'intérieur, un homme qui n'avait jamais élevé la voix avait finalement levé la main pour elle. Et elle, une femme à qui on avait toujours dit qu'elle était trop insignifiante pour compter, avait été protégée comme quelque chose de précieux. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était la forme que l'amour pouvait prendre. C'était un matin couvert de givre, le genre qui s'accrochait au poteau de clôture et rendait le souffle visible. Clara pétrissait la pâte dans la cuisine lorsque le cri retentit dans la cour, aigu, haut et indubitablement celui d'un des enfants. Elle laissa tomber le saladier, la farine volant dans les airs comme de la neige, et courut pieds nus sur la terre battue. Le plus jeune fils de Rowan, Caleb, était recroquevillé près du tas de bois, la jambe tordue sous lui, la hache gisant à proximité, son tranchant strié de rouge. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle en tombant à genoux. Rowan était déjà là, le visage tendu, le bras ferme, soulevant doucement le garçon. « Va faire bouillir de l'eau » dit-il d'une voix calme mais pressante. « Apporte les bandages du garde-manger. » Elle courut, le cœur battant à tout rompre, les mains maladroites à cause de la précipitation. Lorsqu'elle revint, Rowan avait allongé le garçon sur la table de la cuisine, son pantalon était déchiré au niveau de la cuisse et du sang coulait d'une longue entaille irrégulière. Les mains de Clara tremblaient tandis qu'elle pressait le tissu sur la blessure. Caleb cria, le visage pâle. « Je sais, mon bébé » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je sais que ça fait mal. Tiens bon. » Ses larmes coulaient sur la jambe du garçon pendant qu'elle s'affairait, ses doigts se couvrant de rouge alors qu'elle nettoyait, bandait et nouait. Elle priait à chaque nœud, à chaque murmure. Puis une petite voix, entre ses dents serrées, « Ne pleure pas, maman. » Elle se figea. Le mot résonna dans l'air chaud et humide. « Maman. » Caleb cligna des yeux en la regardant, les lèvres tremblantes. « Tu fais les meilleurs biscuits.
Tu chantes doucement comme ma vraie maman le faisait. Et Clara lui caressa la joue d'une main tremblante, les larmes coulant maintenant librement. Plus tard, alors que le garçon se reposait, la jambe surélevée, les autres enfants se rassemblèrent près du feu. L'un d'eux lui apporta une couverture, un autre lui offrit un cheval en bois sculpté. « Papa a dit que tu restais », dit l'enfant du milieu, une fille aux taches de rousseur et au front sérieux. « Ça veut dire que tu es notre maman maintenant. » Clara ne pouvait pas parler. Elle se contenta d'acquiescer, et cela leur suffit. À partir de cette nuit-là, ils l'appelèrent maman sans qu'on leur demande. Ce n'était ni bruyant, ni solennel, juste réel, un nom formé par l'amour, et non par la naissance. Rowan observait tout cela en silence. Il voyait la façon dont elles tenaient leurs mains lorsqu'ils avaient peur du noir, la façon dont elles tressaient leurs cheveux avec soin, la façon dont ses yeux s'adoucissaient lorsqu'un d'entre eux murmurait son nom. Cette nuit-là, après que la maison se fut calmée, Rowan sortit sur le porche où elle était assise seule sous les étoiles. Il resta là longtemps avant de parler. « Je n'ai jamais été doué pour parler. Tu le sais bien. » Elle leva les yeux. « Tu en dis assez. » Il acquiesça. « Quand j'ai investi dans ce marché, je pensais te donner une issue. Mais je n'ai jamais pensé avoir le droit de te garder. » Clara se retourna, le cœur serré. « Je me suis dit que tu partirais une fois que tu aurais pris tes marques, » continua Rowan, « et si c'est ce que tu veux, je ne t'en empêcherai pas. Je ne te retiendrai pas pour ce qui n'était au départ qu'une vente. » Elle le fixa, tous les muscles de son corps tremblants, non pas de peur, mais d'un sentiment plus profond, plus ancien, plus tendre. « Avant, je pensais que l'amour signifiait être choisi au premier regard, dit-elle doucement, mais j'ai appris quelque chose de mieux, être choisi à nouveau après que les gens aient vu qui tu es vraiment. » Rowan serra les mâchoires. « Si tu ne me renvoies pas, ajouta-t-elle, alors je ne partirai pas. » Le porche craqua sous ses pas lorsqu'elle s'avança vers lui et prit sa main calleuse. « Je n'ai peut-être pas fait ces enfants, dit-elle, mais ils ont fait de moi quelqu'un que je pensais ne jamais devenir. Et toi, tu m'as laissé être cette personne sans rien demander en retour. » Il la regarda alors, non pas avec désir ou culpabilité, mais avec admiration, comme si c'était elle qui l'avait sauvée. « Je voulais juste que tu sois en sécurité, dit-il. Et maintenant, je veux plus que la sécurité, répondit-elle. Il la serra doucement dans ses bras, non pas comme un homme revendiquant un trophée, mais comme un homme à qui l'on avait donné une seconde chance et qui était assez sage pour la saisir avec délicatesse. À l'intérieur, le feu crépitait doucement. À l'extérieur, le givre recouvrait le sol. Mais entre eux, la chaleur grandissait, une promesse silencieuse fondée non pas sur le sang, mais sur l'appartenance. Le soleil matinal filtrait à travers les pins, dorés et doux, tandis que Clara marchait main dans la main avec l'aîné des enfants de Rowan sur le chemin de terre qui menait à l'école à classe unique. Sa main était petite mais ferme, et la sienne était chaude de confiance. Il avait 10 ans, les yeux brillants, avec un sourire provocateur qui lui donnait souvent envie à la fois de le gronder et de l'embrasser sur le front. Aujourd'hui, cependant, il était calme, peut-être nerveux. Il serrait son livre de lecture comme s'il s'agissait d'un radeau de sauvetage. Lorsqu'ils arrivèrent au petit bâtiment, le professeur, un homme grand et mince portant des lunettes trop grandes pour son nez, les accueillit à l'intérieur. « Nous sommes en train de mettre à jour la paperasse, » dit-il poliment en feuilletant quelques formulaires. « Je dois juste finaliser l'enregistrement des naissances. »« Maman ?» Clara acquiesça en lissant le col du garçon. « Quel est ton nom complet, mon garçon ?» demanda le professeur. Le garçon se redressa. « Thomas Jennings. »« Et le nom de ta mère ?» Il y eut un silence. Le stylo du professeur resta en suspens. Clara retint son souffle. Thomas leva les yeux vers elle, puis se tourna vers le professeur, d'une voix claire et assurée. « Clara Rowan. » Elle cligna des yeux, le cœur battant à tout rompre. « C'est le nom marital de ta mère ?» demanda l'enseignante, légèrement perplexe. Thomas acquiesça avec un sérieux trop mature pour son âge. « C'est comme ça qu'on l'appelle. » L'enseignante, peut-être habituée aux complexités des familles pionnières, se contenta de noter le nom et sourit. « Très bien. Ce sera Clara Rowan. » Clara sentit ses yeux picoter longtemps après qu'ils eurent regagné l'extérieur. Elle avait porté de nombreux noms dans sa vie, Clara Barnes, fille d'un homme qui l'avait vendue, Clara Jennings, épouse d'un homme qui avait rejeté son ventre avant son cœur, Clara Rien, chuchotée derrière son dos au marché. Mais celui-ci, ce nom, ne lui avait pas été donné par la loi ou par un homme.
Il avait été prononcé par un enfant qui n'avait aucune raison de mentir, aucun besoin de flatter, juste la vérité. Lorsqu'ils retournèrent à la cabane, l'odeur de la fumée et du pain les accueillit. Rowan était à table, en train de découper quelque chose de petit, un oiseau peut-être. Il leva les yeux vers elle en grognant doucement. « Le garçon va bien ?»« Il va plus que bien, » murmura-t-elle. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle pliait le linge près de la cheminée, Rowan s'approcha et posa quelque chose à côté d'elle. C'était un cahier relié en cuir, dont les pages étaient propres et intactes. Il s'assit à côté d'elle, les mains posées sur les genoux. « Je n'ai pas grand-chose à offrir qui ne soit pas recouvert de sève ou de saleté, dit-il lentement, mais je pense que si quelqu'un mérite une page blanche, c'est bien toi. » Elle ouvrit le livre, passa ses doigts sur la première page, vierge, prête à être écrite. « Je rêvais de recommencer à zéro, dit-elle, mais je n'aurais jamais pensé pouvoir écrire cette histoire moi-même. Rowan acquiesça. « Écris ce que tu veux, ou ne choisis pas d'écrire. C'est à toi. » Elle le regarda. « Tu le liras ? Seulement si tu me le permets. » Elle se retourna vers la page, tint le stylo comme s'il s'agissait d'une promesse, et lentement, d'un trait délibéré, elle écrivit « Aujourd'hui, c'est le premier jour où j'ai été aimée sans avoir à donner naissance à quelqu'un. » Elle ne leva pas les yeux pendant qu'elle écrivait. Elle n'en avait pas besoin. Parce que la chaleur à ses côtés, la confiance tranquille qui régnait dans la cabane, la façon dont Thomas avait prononcé son nom, tout cela était réel. Lorsqu'elle eut terminé, Rowan lui prit doucement le stylo des mains et le posa. Il la regardait non pas comme un sauveur ou un homme qui avait réparé quelque chose, mais comme quelqu'un qui avait enfin compris ce que signifiait être entier. Rowan se pencha en avant et appuya doucement son front contre le sien. « Merci, » murmura-t-il. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pour être resté assez longtemps pour que nous puissions t'aimer comme il se doit. » Et dans cette pièce calme et chauffée par le feu, la femme qui avait autrefois été vendue pour moins cher qu'une vache renaquit, non pas grâce à la loi ou au mariage, mais grâce à quelque chose de plus profond, de plus vrai. La chaleur s'était abattue sur la région comme une malédiction. La pluie n'avait pas touché le sol depuis plus de 7 semaines. Les contours autrefois verts de Cross Hollow étaient désormais cassants et craquelés, comme si le sol lui-même avait oublié comment respirer. Les arbres se penchaient en silence. Le ruisseau derrière la maison, autrefois animé par les grenouilles et les rires, s'était réduit à un filet boueux. Les cultures se flétrissaient sous le soleil implacable. Le maïs mourut le premier, puis les haricots. Rowan ne disait pas grand-chose, mais ses épaules portaient chaque jour un peu plus de poids. Il travaillait plus longtemps, mangeait moins et rentrait à la maison avec de la terre dans les cheveux et la défaite dans les yeux. Clara regardait les enfants compter les pommes de terre comme des billes. Elle entendait leurs estomacs gargouiller la nuit, mais aucun ne se plaignait. Même le plus jeune avait appris à être courageux quand il n'y avait plus rien à pleurer. Mais Clara ne voulait pas accepter le silence, pas maintenant. Elle se réveillait avant l'aube et remplissait tous les seaux, casseroles et bassines avec l'eau du puits le plus profond. Puis elle enfila un foulard sur ses cheveux, enveloppa ses mains dans un tissu et se dirigea vers le jardin mort. Elle creusa même lorsque la terre était dure comme de la pierre. Elle brisa la terre, la retourna, fit de la place pour les racines même là où la vie semblait indésirable. Les autres travailleurs l'observaient, certains secouaient la tête, quelques-uns proposèrent leur aide, mais elle refusa. C'était son combat. Chaque matin, elle arrosait le potager. Chaque soir, elle vérifiait la terre. Lorsque les feuilles se flétrissaient, elle chantait de vieilles berceuses tout en versant doucement de l'eau à leur base. Un après-midi, Rowan trébucha en franchissant la porte, le visage pâle, les genoux fléchissants. Elle le rattrapa avant qu'il ne touche le sol. « Je suis juste fatigué, » dit-il d'une voix rauque en lui faisant signe de s'éloigner. Mais elle sentait la chaleur de sa peau. Il brûlait de fièvre. Pendant 2 nuits, Clara resta à ses côtés, essuyant la sueur de son front, lui donnant à boire à la cuillère. Entre 2 quintes de tout, elle lui parlait doucement, lui racontant des histoires de collines verdoyantes et de pins chauds, même si sa voix tremblait de peur. Une nuit, alors que le vent hurlait comme un fantôme contre les volets, Rowan se retourna dans son sommeil. Il tendit la main à tâtons et murmura, « Clara, ne me quitte pas. Pas toi aussi. » Elle retint son souffle. Elle se pencha vers lui et effleura sa tempe de ses lèvres. « Je ne vais nulle part, » murmura-t-elle, « pas tant qu'on a besoin de moi. Et ici, on a besoin de moi. » À l'aube, la fièvre était tombée. Lorsqu'il ouvrit les yeux, elle était là, les cheveux défaits,
le visage maculé de saleté, les mains rugueuses à force de manier la houe, mais toujours aussi chaude. Mais tu as une mine affreuse, croassa-t-il. Elle rit. Tu devrais te voir. Dehors, le jardin n'était pas mort. Pas encore. De minuscules pousses vertes avaient commencé à pointer, cherchant la vie. Une semaine plus tard, l'un des garçons arriva en courant et s'écria « Maman, il y a une tomate !» Clara se précipita dehors. Elle était rouge et tenace, accrochée à une vigne comme si elle défiait le soleil lui-même. Rowan la suivit lentement. Il se tint à côté d'elle, fixant ce fruit unique. « Comment » demanda-t-il d'une voix rauque. Elle le regarda. « Tu m'as appris que tout ce qui vaut la peine d'être conservé ne s'obtient pas facilement. » Il jeta un coup d'œil à ses mains couvertes d'ampoules, puis, sans un mot, se pencha et embrassa chaque articulation, douce comme la pluie. Ce soir-là, ils partagèrent cette tomate entre 6 personnes. Elle fut coupée en tranches plus fines que des pièces de monnaie, mais tout le monde jura que c'était la meilleure chose qu'ils aient jamais goûtée. Plus tard, alors que le feu crépitait doucement et que les enfants dormaient en tas emmêlés sur le sol, Rowan lui prit la main point. « Je n'ai plus grand-chose à offrir, dit-il. La terre est en train de mourir. Mes forces déclinent. Tout ce qui me reste, c'est cet endroit, ces enfants et toi. » Elle se tourna vers lui, le sourire aux lèvres. « Alors c'est plus que suffisant. Avant toi, j'avais un nom que personne ne voulait prononcer. Maintenant, j'ai un jardin qui se souvient de mes mains, des enfants qui m'appellent « maman » et un homme qui m'a demandé de rester, même pendant la sécheresse. » Rowan embrassa à nouveau ses jointures. « Tu n'as jamais eu besoin de pluie pour faire pousser quelque chose de beau. » Et dehors, sous un ciel qui attendait toujours de pardonner, le jardin respirait la vie, continuant d'essayer, tout comme elle. Les années passèrent, mais le vent sur la colline ne changea jamais. Il transportait toujours l'odeur de la terre sèche, des aiguilles de pin cuites au soleil et la douceur légère et tenace des feuilles de moutarde qui poussaient contre toute attente. Le jardin de Clara, qui n'était autrefois qu'une poignée de graines sur un sol craquelé, s'étendait désormais derrière la maison. Il n'était ni grandiose ni ordonné. Il se courbait sous le vent, poussait en ligne tortueuse, débordait sur les rochers et envahissait le chemin, mais il était vivant. Il était à elle. Et chaque matin, Rowan se tenait sous le porche, les mains derrière le dos, la regardant s'en occuper. Il ne parlait jamais pendant qu'elle travaillait, il restait simplement là, silencieux comme toujours, comme s'il observait la preuve que les miracles n'avaient pas besoin de voix fortes pour s'épanouir. Puis, un printemps, les hommes sont arrivés, des hommes du gouvernement, avec des bottes propres et des chapeaux sans poussière, tenant des cartes et des promesses. « Il y aura un chemin de fer, dit l'un d'eux. Il traversera cette colline. Nous vous paierons bien. » Clara se tenait silencieuse à côté de Rowan, les doigts repliés sous son tablier. « Pensez à ce que vous pourriez offrir à vos enfants, » ajouta l'homme. « Une vraie maison, pas seulement des terres et des histoires. » Rowan regarda au-delà d'eux, au-delà des papiers, des costumes et des sourires faciles, vers le jardin au-delà. Les plantes se balançaient doucement dans la brise. Il vit la clôture qu'il avait construite de ses propres mains, la balançoire que Clara avait accrochée au chêne, les pierres marquant l'endroit où le chien avait été enterré, le banc sculpté où il s'était assis pendant ce premier hiver difficile. Tout ce qui lui avait jamais vraiment appartenu se trouvait là. « Non » répondit-il simplement. Ils essayèrent à nouveau, mais il leva la main. « Je ne déménagerai pas. Ce terrain n'est pas à vendre. » Plus tard dans la soirée, Clara et lui plantèrent un panneau en bois au bord de la route. On pouvait y lire « Pas à vendre. Quelqu'un a déjà eu le droit de rester ici. » Cela suffit. La nouvelle se répandit dans la ville. Certains se moquèrent de lui, d'autres acquiescèrent silencieusement, comprenant plus qu'il ne le disait. Les années passèrent. Leurs enfants se marièrent et leur donnèrent des petits-enfants. La maison se remplit de bruit, d'odeur de pain chaud et du cliquetis des petits pieds. La vie s'enracina dans la colline comme des racines, profondes, stables, invisibles de loin, mais inébranlables. Et le jardin ne mourut jamais. Même pendant la sécheresse, il repoussa, non seulement avec des feuilles de moutarde, mais aussi avec des haricots, du maïs, des oignons et des tournesols assez grands pour s'y cacher. Un après-midi d'automne frais, un petit-fils demanda à Rowan, « Grand-père, pourquoi ne l'appelles-tu jamais simplement le jardin de Clara ?» Rowan accompagna le garçon jusqu'à la porte et lui montra l'arche au-dessus. Là, soigneusement gravés dans le bois, se trouvaient les mots « Elle n'était pas de mon sang, mais elle a donné naissance au reste de ma vie. »
Le garçon cligna des yeux. Tu veux dire qu'elle t'a donné un nouveau départ? Rowan sourit. Elle m'a tout donné. Lorsque Clara est décédée, ils l'ont enterrée au pied du jardin, sous le même arbre où elle avait autrefois accroché des carillons éoliens. Sur la pierre, Rowan a gravé à la main une phrase, « Ici poussait tout ce qu'on ne lui avait jamais donné, et tout ce qu'elle avait donné malgré tout. » Il s'asseyait à côté de cette tombe chaque matin, jusqu'au jour où il n'est plus venu. Ils l'ont enterrée à côté d'elle, sous l'arbre qui murmurait. Le jardin n'a jamais cessé de pousser. Et longtemps après que le chemin de fer eut contourné la colline, longtemps après que les hommes en costume eurent oublié pourquoi ils étaient venus, les voyageurs passaient encore devant la vieille clôture et lisaient le panneau « À vendre ». Parce que parfois, un lieu se souvient de ceux qui ont refusé de partir. Parfois, les collines arides fleurissent pour ceux qui ont choisi l'amour alors que personne d'autre ne l'avait fait. Si cette histoire a touché quelque chose de profond et de vrai dans votre cœur, tout comme le jardin de Clara a fleuri là où personne ne l'aurait cru possible, alors vous êtes au bon endroit. Chez Wild West Love Stories, nous vous offrons plus que de la romance. Nous vous offrons du courage, du sacrifice et le genre d'amour qui naît de la poussière et résiste à la sécheresse. Des histoires comme celle de Clara et Rowan nous rappellent que même les collines les plus oubliées peuvent abriter les racines les plus profondes. Si vous voulez plus d'histoires de dévouement, de défiance et d'espoir durement gagnés, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une seule escapade dans le cœur sauvage de la frontière américaine. Car ici, l'amour n'est jamais facile, mais il en vaut toujours la peine.